Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning. Merci de vous connecter à l'heure. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier à New York. L'idée, c'est de tout savoir sur comment acheter un bien immobilier en 2024. On va aussi parler structure juridique et fiscalité et on va même parler du formulaire 1031. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, on a trois experts pour cela. Le premier, c'est Renaud de Tilly. Il est accompagné de Marius Coulon. Ils- Bonjour. Non. Bonjour. Ils sont tous les deux avec de Tilly Real Estate. Ils sont brokers et agents à New York. Et le troisième, ce sera Jean-Philippe Sora, expert comptable associé du cabinet Massa Consulting Group. Bonjour Jean-Philippe. Et donc, on va tout de suite démarrer. Je pense que Renaud va démarrer par une petite présentation générale. L'idée, c'est de répondre un peu au maximum d'interrogations que vous avez sur le sujet, mais n'hésitez surtout pas, quand vous avez des questions sur la présentation, à les mettre directement en commentaire. Et puis moi, je vais les lire à la fin pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Voilà. Renaud, je te donne la parole et puis moi, je reviendrai pour te poser des questions à la fin. Merci beaucoup, Romain. Bonjour à tous. Comme d'habitude, on va parler d'immobilier. On va parler d'immobilier à New York. On va parler du marché. On va parler de comment on acquiert un bien ici à New York. Je vais mettre la présentation. Surtout, on essaie de répéter un peu souvent toujours la même chose, mais d'une manière un peu différente voilà, parce que l'audience est différente à chaque fois. Alors, n'hésitez pas surtout à nous donner vos... Est-ce que vous voyez quelque chose là? Pas encore. Pas encore. Share screen. Voilà. Et voilà. Ok, on peut mettre en plein écran et c'est good. Je le mets en plein écran et ça devrait bien marcher. Ça fonctionne? Parfait, merci beaucoup. Parfait. Génial, merci. Donc, de tirer Estate, c'est nous. Voici, moi, ma petite pomme, Monsieur Marius Coulon, qui est le directeur international de Deux Real Estate, à la fois broker à New York, mais aussi broker à Paris. Je vais lui laisser vous raconter un petit peu tout ça. On vient d'ouvrir un nouveau bureau à Paris. Il y a aussi Mathias, qui n'est pas sur ce webinaire, mais qui est là et qui est lui le responsable de tous les expats. Donc ça, c'est très intéressant, notamment sur toute la partie dont on va vous parler, qui est relative aux expatriés et notamment aux locations que l'on fait. Qui est de TI Real Estate à New York? Nous sommes les experts en immobilier résidentiel à New York, en opposition à la partie commerciale. Voilà, donc notre terrain de jeu, c'est tous les appartements, toutes les maisons qui sont dans New York City. Euh, on a trois activités principales. La première, c'est ce qu'on appelle le property management. On va aller très vite dessus. C'est quand, si vous avez un bien que vous possédez déjà et qui est un investissement locatif ou que vous désirez mettre à la location, eh bien, on peut gérer pour vous, pour le propriétaire, la location de ce bien, de payer les charges, de collecter les loyers, de gérer tous les petits problèmes de clim l'été et de chauffage l'hiver pour le compte de chacun des propriétaires. On fait ça dans le but de fidéliser beaucoup nos clients, notamment parce que les propriétaires soit achètent avec nous, ou soit continuent de louer avec nous, et c'est ça ce qui nous intéresse. On fait, donc c'est la partie gestion locative. On est marchand de biens immobiliers. Alors ça, c'est plus pour des investisseurs qui sont notamment en Europe ou aux États-Unis. On part d'ailleurs, et je pars d'ailleurs et je rejoins Marius à Paris. Le 4 juin, on fait une conférence sur investir dans l'immobilier à New York. Donc, parmi les gens qui viennent à cette conférence-là, eh bien, il y a des fonds d'investissement, des family office, des personnes qui peuvent acheter des appartements dans le cadre patrimoniales et qui vont les louer. Eh bien, la côté marchand de biens immobiliers, c'est un produit purement un peu financier. On achète une maison qui est construite à la moitié sur la constructibilité totale du terrain. Donc, on l'achète en gros pas très cher, dans les 3 millions de dollars. Je vais vous montrer un petit exemple tout à l'heure. On fait des travaux pour pas très cher. Quand on dit les tarifs en France, tout le monde fait des bons sur ses chaises. Mais pour 1,5 million de dollars, on arrive à transformer une maison et à l'agrandir, voire la doubler. Et le gain total, il est énorme parce qu'il est d'environ 1,5 million à 2 millions de dollars
sur la revente du bien 24 mois plus tard. Donc ça, c'est notre activité de marchand de biens. La troisième activité, c'est une activité bien évidemment d'agence immobilière. C'est ce que nous sommes ici. C'est pour ça qu'on est des experts. C'est pour ça que les gens font appel à nous. On achète, on vend et on loue. Et on loue à la fois du côté des propriétaires, mais aussi surtout du côté des expats. Il y a quasiment un expat sur deux qui fait appel à nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est devenu l'agence numéro un des francophones à New York. Voilà, donc c'est un ensemble de services qui fait un service à 360. On est l'expert donc des francophones à New York City. Je vais parler des expats en deux mots. On est des experts des expats. C'est ce qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de familles, quasiment une famille sur deux, qui arrivent à New York depuis l'Asie, l'Europe, un petit peu partout dans le monde, et qui voilà, font appel à nous. On est évidemment les spécialistes des francophones, on est évidemment les spécialistes autour des écoles françaises, et puis on est des experts surtout pour faire accepter les dossiers qui se défendent d'une manière très particulière quand on est un expat qui vient qui vient depuis l'étranger, notamment nos clients n'ont pas de crédit history, n'ont pas de compte en banque, n'ont que des visas. Et donc, il va falloir construire une application de manière un petit peu différente qu'une application d'un Américain. Et ça, pour ça, bah, on est vraiment très fort et on est beaucoup plus fort en tout cas, des acteurs américains, ça c'est sûr et certain. On peut tout louer, donc ça je vais en reparler un petit peu plus tard, mais tous les biens sont disponibles à la location pour les expats. C'est comme si dans notre agence immobilière de Real Estate à New York, il y avait 17 000 biens dans notre vitrine à louer. On fait donc du property management, la gestion locative, j'en ai parlé tout à l'heure. On a une relation unique avec le propriétaire et puis on va tout gérer la gestion du bien. Je ne peux pas en parler très très longtemps. Voilà, c'est très simple. Si vous avez un bien que vous souhaitez louer, appelez-nous et puis on vous expliquera un petit peu combien ça coûte, comment ce qu'on fait. C'est pas très très compliqué. Nous, on fait ça dans l'unique but de pouvoir fidéliser nos clients qui sont aujourd'hui propriétaires de ces appartements-là et qui, on l'espère, dans l'avenir vont acheter avec nous ou s'ils désirent vendre leur bien, le feront avec nous. Et dans le cadre des changements de locataires, nous, ça nous intéresse de nous occuper, de trouver pour eux les meilleurs locataires possibles qui ne sont pas embêtants. Équipés. Voilà, donc ça, c'est deux choses. Ça paraît simple, mais en fait, c'est plutôt compliqué. Sur la partie de real estate, ce que je voulais expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas d'ici là, New York fonctionne d'une totale autre manière par rapport notamment à Paris où chaque petite agence a ses propres annonces. Ici, toutes les annonces sont dans un système central qui est mutualisé, qui s'appelle le MLS, le Multiple Listing Service. Donc, grosso modo, il y a sur ce listing, donc l'information, elle est facile à trouver. Il y a des sites généralistes qui s'appellent StreetEasy, qui s'appellent Zillow, qui s'appellent autres, Deux Tiers et Estate, tiens, par exemple, sur lesquels il y a l'ensemble de toutes les annonces. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va aller sur la carte, ça c'est la carte de notre site internet, eh bien, on va avoir toutes les annonces qui sont disponibles à l'achat ou à la location. Et puis, on va pouvoir, nous, en tant que broker, eh bien, appeler chacun des agents qui s'occupent de l'appartement, eh bien, de trouver une date pour aller le visiter et pour le louer ou l'acheter. Donc, ça veut dire qu'on peut tout visiter, tout louer et tout acheter à Manhattan. Donc, ça veut dire 17 000 biens à louer et 17 000 biens à vendre. Ça, c'est génial. C'est le système extraordinaire qu'il y a aujourd'hui à New York. Et quand on leur parle de comment ça se passe d'ailleurs en France, ils rigolent un petit peu en disant, mais c'est marrant parce que c'est un peu comme nous il y a 30 ans. Donc là, voilà, ce système vraiment génial de listing mutualisé, ça fait que chaque agence immobilière a 17 000 biens à la location à proposer à ses clients et ou 17 000 biens à vendre à proposer à ses clients. Comment acheter? Alors, il y a plusieurs étapes. On va les passer très rapidement. La première étape la plus importante quand on veut acheter ou même quand on veut louer, c'est déjà de définir le montant qu'on veut dépenser. La deuxième chose, c'est de faire une recherche active avec un agent de TI Real Estate, bien évidemment, parce que ce sont les meilleurs, notamment pour les francophones. Mais voilà, commencer à faire les démarches, commencer à faire les visites. Ensuite, on va faire une offre stratégique. Ensuite, on va négocier. Ensuite, on va signer un contrat de vente ou signer un lease, donc un contrat de location.
Et puis, dans le cas des achats, il va y avoir, parce qu'on parle notamment de ça, une inspection avec la banque si vous faites un mortgage. Il y a une lettre qui s'appelle le Mortgage Commitment qui va arriver de la part de la banque qui va approuver votre financement. Et puis ensuite, comme en France, il y a un closing, c'est-à-dire un contrat qui va se signer et la remise des prix qui va se faire et la transaction financière qui va se faire. Là où nous, on est extrêmement fort, c'est sur ces trois phases de recherche active, d'offres stratégiques et de négociation. Et on est même encore plus fort que les autres sur la partie de négociation parce que c'est une de nos spécialités. Alors, comment est le marché new-yorkais? Ben, ça, c'est Marius qui va nous parler de ce marché new-yorkais et notamment de Manhattan. Marius, je te laisse la main. Oui, merci Renaud. Euh, pour ceux qui nous ont écoutés la fois dernière en début d'année, on avait déjà fait un point sur ce qui s'était passé en 2023. Là, on a les chiffres du premier trimestre 2024. Bon, c'est des chiffres sur une période hivernale, avec évidemment depuis plusieurs trimestres des prix sur les condos qui baissent. Là, on est sur 7% environ. Euh, les prix sont revenus au prix d'environ avant pandémie. Et le nombre de ventes ont baissé environ de 11%, 10%, avec un volume de transactions sous les 2000 ventes, ce qui n'était pas arrivé depuis la période du Covid. Si tu peux, oui. Sur la slide, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que euh, les transactions cash représentent toujours 2 tiers des achats à Manhattan. C'est-à-dire que les taux ont baissé, mais pas encore assez pour faire revenir les primo-accédants et certains acheteurs sur le marché. Et les achats cash sont toujours 2 tiers de ces achats-là. Donc ça, J'ai c'était pour le... une petite chose à Ouais, rajouter là-dessus, c'est que avant faire une offre cash, donc il y a énormément d'offres qui se font cash ici à New York. Avant faire une offre cash, on était à peu près entre -5 et -8% par rapport au prix de vente parce que vous faisiez une offre cash, c'est-à-dire non financée par une banque. Aujourd'hui, l'écart s'est un petit peu réduit et on est plutôt entre -2 et -4%. C'est l'avantage de faire une offre cash aujourd'hui. Donc il est un petit peu moins grand qu'avant, justement parce qu'il y a un très grand nombre d'offres cash qui se font en ce moment. exactement. Euh, pour revenir sur des chiffres plus concrets et plus actuels, là, on voit depuis le mois de janvier, février que le marché revient, se réactive un petit peu. Et ça, c'est le chiffre d'avril 2024, donc des signed contracts, donc les promesses de vente qui ont été signées. Sur Manhattan, on a plus 12% comparé à l'année dernière. Donc, il y a une tendance où les vendeurs ont compris qu'ils ne peuvent plus avoir le prix de 2022. Il y a plus d'acheteurs sur le marché et donc on a plus de transactions actuellement sur un marché qui commence à se réactiver, en tout cas pour cette période du printemps et de l'été. Pour Brooklyn, c'est un peu différent. Brooklyn ne connaît pas la crise. On est sur un marché global à New York qui est en baisse. Donc là, on est sur le Q1 2024. À prendre avec des pincettes sur les condos sont en augmentation. On a une forte baisse sur les coops, mais ce n'est pas la majorité des biens à Brooklyn, ce qui va être recherché. Et Brooklyn, depuis euh, même avant Covid ou même Covid, connaît une expansion qui ne s'arrête plus. Et sur les chiffres de 2024, sur avril 2024, on est plus 2% de contrats signés, mais parce qu'on n'avait pas baissé l'année dernière. Et il y a toujours cet attrait très, très, très fort sur Brooklyn qui continue versus Manhattan, où on a plus de fluctuations selon les quartiers. Euh, voilà. Donc ça, c'était sur les condos. Et ça, sur les maisons, ce qui est encore plus vrai, là, on a 6 recherches actuellement sur des maisons à Brooklyn. Et comparé à l'année dernière, on a donc plus de 40% de contrats signés en avril. On a très peu d'offres actuellement sur le marché et beaucoup d'acheteurs. Et on voit le retour actuellement des bidding wars. Donc, ces fameuses enchères où un appartement ou une maison, enfin, surtout là, une maison est proposée souvent à peut-être 1,8 million, 2 millions et va partir à 2,1 millions, 2 millions 2.
avec un système d'enchères et les meilleures enchères le gagnent. Et ça, on n'avait pas vu ça depuis le printemps, l'été 2022, juste avant la montée des taux. Donc c'est tout nouveau et ça montre encore cet attrait-là de Brooklyn où tout le monde veut profiter de la qualité de vie. Marius, les chiffres que tu présentes, c'est bien les chiffres globaux. C'est pas que les chiffres de votre agence. Vous avez un petit... Exactement, c'est les chiffres du marché, qui sont publiés tous les trimestres et tous les mois, donc qui sont accessibles à tout le monde. Oui, oui, c'est exactement ça. Mais nous, ce qui est important de voir aussi, c'est ce qu'on ressent nous sur le marché. Il y a souvent un décalage entre les chiffres, ces chiffres-là, et ce qu'on nous on ressent, parce qu'on peut voir à 2 ou 3 mois souvent. Et c'est exactement ce qui se passe. Là, il y a beaucoup d'acheteurs qui reviennent, et plus à Brooklyn qu'à Manhattan. Là, on le voit. Donc là, on est sur les rentals. On est un peu aussi sur cette même tendance où le marché des locations est très, très fort et il y a une pénurie de biens. Les prix n'ont jamais été aussi élevés, que ce soit à Manhattan ou à Brooklyn. Et on voit encore l'attrait pour Brooklyn qui est plus 150% de nouveaux leases, donc de nouveaux baux signés en avril 2024. Comme je le répète là depuis tout à l'heure, Brooklyn versus Manhattan, voilà, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, Brooklyn a un vrai attrait pour les New-Yorkais qui habitaient Manhattan et qui déménagent, mais aussi pour les gens qui viennent de l'international, les expats qui avant voulaient habiter à Manhattan et aujourd'hui veulent Brooklyn. Renaud, si tu peux passer la slide. Voilà. Et donc, le résumé, c'est qu'à Manhattan, on est sur un buyer's market. Donc, les acheteurs ont un peu le pouvoir. Il y a beaucoup plus de biens. Aujourd'hui, si vous voulez, sur le marché, actuellement, on a à peu près 6600 appartements, maisons à vendre à Manhattan versus 2400 à Brooklyn, mais pour le même nombre de ventes. C'est-à-dire qu'il y a autant de ventes à Manhattan et à Brooklyn, mais il y a 3 fois plus d'inventaire à Manhattan. Donc, une compétition beaucoup plus forte pour les vendeurs à Manhattan, donc une baisse des prix. Et Brooklyn, un peu l'inverse, on est sur un seller's market, c'est-à-dire que ce sont les vendeurs qui ont la main et qui ont le choix pour leurs acheteurs. Et surtout, on voit le retour, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les maisons, notamment des bidding wars. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aussi aux acquéreurs. Ça peut être bizarre pour un Français de proposer plus, beaucoup plus, mais stratégiquement, parfois, il faut se positionner au-dessus. Et ça peut arriver aussi à la location, de faire une proposition au-dessus si vous voulez avoir la chance d'acquérir le bien ou de pouvoir le louer. Et ça, si vous n'avez pas un bon broker, un bon agent immobilier pour vous l'expliquer, vous allez vous épuiser et vous allez louper toutes les super opportunités du moment. Ça, c'est nos prévisions 2024. C'est ce qu'on avait un peu dit aussi dans le dernier webinaire. Donc, on n'est pas Madame Irma, hein, évidemment. Mais là, pour tout ce qui est mortgage rate, donc les taux d'emprunt, on va rester sur quelque chose de stable. On est aujourd'hui autour de 7%. On annonce toutes les prédictions annoncent une réduction autour de 6,5, voire 6 dans le meilleur des cas, ce qui va apporter plus d'acquéreurs, surtout les primo-accédants qu'on a complètement perdu depuis 2022. Il y en a peut-être 75% ou 80% qui n'achètent plus et préfèrent louer, d'où l'augmentation également des prix à la location qui n'ont jamais été aussi hauts, car ces personnes-là ne peuvent pas acheter. À Brooklyn, l'inventaire est faible, évidemment, ce que j'ai dit, le retour des bidding wars. Et ça va rester dynamique, ça va continuer à rester dynamique et un attrait très très fort sur Brooklyn. Manhattan, un inventaire 3 fois supérieur à Brooklyn. Donc, ça dépend encore des quartiers. On pourra en parler avec vous avec grand plaisir. Il y a des quartiers avec plusieurs vitesses et ça dépend des biens aussi que vous visez. Mais aujourd'hui, le match Brooklyn-Manhattan est gagné haut la main par Brooklyn. Voilà, Brooklyn. Ah oui. Ouais, c'est beau. Je n'avais pas vu celle-ci. C'est Brooklyn. Magnifique. C'est Brooklyn qui gagne. Non, Voilà. c'est effectivement ce qui est super intéressant. Juste en 2 mots, c'est que
ça fait 10 ans, 8 ans qu'on fait des webinaires avec vous, French Morning. On est super content. On est super content aussi de constater plusieurs choses. C'est que depuis le début, on se gourre jamais sur toutes nos prévisions, sur toutes nos prédictions. Tous ceux qui nous ont écoutés il y a 8 ans et qui ont acheté des biens, notamment à Brooklyn, à Carroll Gardens, comme on le répétait depuis le début en disant, voilà, notre analyse, c'est que Brooklyn va prendre et va continuer de prendre. Eh bien, aujourd'hui, ça s'est avéré complètement vrai. Des gens des clients qui ont acheté avec nous des maisons il y a 8 ans à Carroll Gardens, leur bien a doublé de prix. On regardait tout à l'heure, on va vous montrer un petit graphe, mais ce qui n'est pas du tout le cas à Paris, par exemple. Donc voilà, on est content de pouvoir dire ça. Cette année, on pensait que la reprise serait un tout petit peu plus forte avant début du printemps. Il se trouve que là, on est plus dans une période de stagnation. Les taux d'intérêt stagnent. On pensait qu'ils allaient descendre avant, mais il y a un seul endroit qui ne connaît pas la crise, c'est Brooklyn. Et il suffit de voir. Encore ce matin, je suis passé devant un endroit où il y avait une open house. Il y avait une queue avec une trentaine de personnes. On a l'impression que les gens faisaient la queue comme s'ils allaient à la pizzeria. Ah, c'est complètement fou, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas à Manhattan, des Ouais. choses qu'on Et constate ce qui est au quotidien. nouveau également, c'est les ventes records à Brooklyn sur les maisons, sur des biens à 15, 20, dépassant les 20 millions, ce qui n'existait pas il y a 3-4 ans, ou peut-être dans certains quartiers comme Brooklyn Heights, mais maintenant ça s'étend à Cobble Hill, Carroll Gardens, Fort Greene. Ça, c'est nouveau, c'est un nouveau On phénomène aurait dit il y où a les… 10 ans, tu as Ouais. raison, on aurait dit il y a 10 ans qu'il y a des maisons qui vont se vendre à Carroll Gardens à dollars, mais personne ne vous aurait cru. Personne. Alors que bah, aujourd'hui, bah, c'est presque le quotidien. Une maison à refaire, elle vaut au bas mot 3,5 millions ou 4 millions de dollars. On va parler de deux choses. On accompagne aussi nos clients dans les Hamptons. Alors, ceux qui connaissent les Hamptons, les Américains, savent que c'est le lieu préféré pour partir le printemps et l'été, c'est-à-dire à partir de maintenant, pour être au bord de la mer avec plus de 80 km de plage non-stop. Donc, c'est absolument fantastique et des maisons qui sont incroyables. On accompagne beaucoup de nos clients, notamment dans les investissements, parce que les Hamptons ne se sont pas régis par la même loi notamment où le Airbnb est interdit, ce qui n'est pas le cas en fait dans les Hamptons. Donc, l'investissement locatif pour faire des short-term rentals est très intéressant. On a accompagné une dizaine de clients Ouais. l'année dernière Il y a dans des, leurs achats de maison. il y a quelques restrictions selon les villages, évidemment, mais Ouais. on vous dira exactement où investir et à quoi s'attendre dans chaque ville des Hamptons. On est présent aussi à Miami, et ça, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo qui annonçait la conférence qu'on fait le 4 juin à Paris avec Adam Ridolfi, qui est notre broker fétiche à Miami, qui est un des meilleurs brokers de Miami. Donc, on accompagne aussi nos clients vers des achats avec un expert local, un broker local, un des meilleurs brokers locaux à Miami, pour des achats dans cette villa, qui est une des villes avec New York, évidemment, les plus dynamiques des États-Unis. Alors, Marius, maintenant, était aujourd'hui même, en ce moment, à Paris, parce qu'on a ouvert une nouvelle agence de TI à Paris pour accompagner nos clients dans ce triangle magique entre New York, Miami et Paris. Et c'est vrai qu'on avait fait pas mal de ventes l'année dernière à Paris, et c'est ce qui nous a donné l'envie de vouloir monter notre agence à Paris. Donc là, c'est officiel, c'est fait. Et la deuxième chose, c'est que du coup, on a monté une structure ici à New York pour pouvoir attirer tous les investisseurs américains pour acheter à Paris. Donc, notre ambition, c'est d'être l'agence référence de tous les Américains qui achètent à Paris. Euh, alors, c'est rigolo parce que quand on parlait de ça, notamment auprès de certains de nos clients vendeurs qui nous ont confié un mandat, on a l'impression que les Américains, c'est un peu les Russes d'il y a 10 ans. C'est oh ben, ramenez-moi des Américains pour acheter mon appartement. Ils ne sont pas débiles non plus, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Et donc, voilà, c'est ce qui nous a donné envie de vouloir faire ce pont, si je peux parler comme ça, en tout cas, entre Paris et les États-Unis. Justement, Paris, Marius, regarde, parle-nous 2 secondes de ce marché parisien en 2 mots. Oui, le marché parisien, actuellement, pour les acquéreurs, il est très, très intéressant. Depuis en fait, la montée des taux, on a une baisse d'environ 12% là, depuis 12 ans, 12%. Donc, il y a énormément de négociations. Il y a beaucoup plus de biens sur le marché. Euh, alors encore,
évidemment, les biens sans défaut, qui sont bien pricés, ils vont se vendre très, très rapidement. Mais là, on comparait tout à l'heure avec les chiffres de Brooklyn. Sur 10 ans, on est sur plus 15%. Donc ça, c'est Paris au global, évidemment. Dans certains quartiers, ça a augmenté beaucoup plus. Et ça dépend si vous avez si vous avez un bon agent pour acheter et que vous avez bien négocié votre bien, vous allez faire une très belle plus-value. Mais aujourd'hui, à Paris, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. On attend un effet JO et on attend surtout un effet après septembre, après octobre. Les taux redescendent en France. Le marché là, actuellement, il est très actif. Il est actif. Il y a des acheteurs. Ils prennent leur temps. Mais ce qu'on voit, c'est que, donc, comme Renaud le disait, on a nos clients. Actuellement, on a 5 recherches de clients américains qui vont venir là à Paris en juin et en juillet, avant les Jeux Olympiques. Et on a aussi nos clients expatriés, donc nos clients new-yorkais et américains qui sont entre New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, qui eux achètent, qui ont un pouvoir d'achat aussi important et qui achètent des biens à Paris pour peut-être leur retour ou pour les enfants, pour l'éducation. Et quand on compare les prix immobiliers de New York versus Paris, euh, l'entrée est toujours moins chère à Paris. On peut acheter aujourd'hui un bien, un deux ou trois, un 2 chambres, 3 chambres autour du million d'euros, ce qui n'est pas le cas à Manhattan, ce qui n'est pas possible à Manhattan, par exemple. Donc, Ouais, pour la petite ouais, anecdote, là, Marius, on a un de nos clients américains qui nous a sorti cette phrase qui est absolument mythique. Il nous a dit, mais Paris, en fait, c'est très simple. C'est 2 fois plus beau et c'est 2 fois moins cher. c'est un peu ça, c'est un peu ça dans la tête. Et Et il a après, il y a raison. tous les prix aussi de combien vous coûte la taxe foncière, qui est un peu moins élevée. Voilà, tout ça pris en compte. C'est souvent des achats plaisir, évidemment, mais c'est aussi des achats de stratégie patrimoniale mondiale où ce sont des personnes qui ont des biens déjà aux États-Unis et qui veulent des biens un peu de prestige en Europe. Euh, et c'est là où nos 2 agences, voire nos 3 agences avec Miami, New York et Paris fonctionnent très très bien. Euh, et c'est pour ça qu'on est un acteur majeur sur ce marché-là. Et on est d'autant plus un expert d'une chose en particulier, c'est cette partie de développement immobilier dont je vous parlais tout à l'heure, qui est marchand de biens immobiliers, la traduction française. Et je vais vous parler d'un cas précis, c'est-à-dire que, voilà, vous voyez là sur les petites photos, on va acheter un bien avec des investisseurs. Donc nous, on est des experts des maisons en particulier, et notamment des townhouses, des petits immeubles ou des petites maisons dans Brooklyn et dans Manhattan. On va acheter un bien qui aujourd'hui, je vais prendre un exemple tiens, particulier. Il y a une maison qui est sortie il y a une semaine sur le marché, qui est le 42 Second Street à Carroll Gardens. Carroll Gardens étant un des quartiers les plus bobos. Vous voyez, j'ai mis là à droite de Brooklyn. On est à un quart d'heure en direct de downtown par le métro. On est en face des piers avec une vue qui est absolument fantastique sur Manhattan et sur la Statue de la Liberté. C'est un quartier où il fait hyper bon vivre, c'est très familial, c'est très bien famé, il n'y a aucune insécurité. Ça correspondrait un petit peu au Neuilly-sur-Seine, entre guillemets, de Brooklyn. Enfin, Brooklyn sera un peu le Neuilly-sur-Seine de Manhattan, quoi. Donc, voilà l'endroit où c'est situé. Cette maison, on la voit à gauche, c'est une petite maison de ville, on appelle ça une townhouse, c'est 42 Second Street. Aujourd'hui, elle a, vous allez voir, donc l'idée, c'est que on transforme avant, après. Donc avant, bah, forcément, c'est très moche, c'est pas joli, il y a les mauvais matériaux. Et puis, on va faire des travaux, on va transformer, on va surtout agrandir la maison parce que on achète de l'air aux États-Unis. Donc ça, c'est assez rigolo. Ça s'appelle les air rights, où on achète les droits de constructibilité sur le terrain. C'est l'équivalent du COS. On va optimiser cette construction sur la totalité qu'on a le droit sur le terrain. Par exemple, pour celui-là en particulier, il y a 1314 square feet, c'est-à-dire à peu près 130 mètres carrés, qui ne sont pas construits, qui sont constructibles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Un, on va acheter la maison. Donc, je vais vous mettre les petits chiffres à côté. Elle est en vente aujourd'hui à 2 899 000. On pense qu'on peut l'acheter à 2,8 millions. On pense qu'il y a pour 1,5 million de travaux.
enfin, c'est pas même pas on pense, c'est on est sûr, ça va durer 24 mois et le prix de la revente, c'est 6,6 millions. Donc, on fait un gros profit, c'est-à-dire un profit brut de 2,360 millions sur lequel on va pouvoir retirer tout le net, c'est-à-dire tous les coûts de closing cost à l'achat et à la revente. Mais grosso modo, on est sur un net gain après taxe, après profit, après tout, d'environ 1,5 million de dollars. Donc, on va investir 2,8 millions dans l'achat. On va ensuite saucissonner sur 24 mois, dépenser 1,5 million en travaux. Et puis, on va revendre ce bien au bas mot 6,660 millions ou 7 millions de dollars avec un maximum de profit. Voilà ce que nous, on vend à nos investisseurs. Voilà pourquoi nous, on est très fort. C'est parce qu'on est très fort pour trouver ce genre de maison et vous dire, le 42 Second Street, c'est un plan qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que notamment, c'est zoné PS 58, qui est la Public School numéro 58, avec un programme Dual Language, programme franco-américain. C'est une école publique avec 50% du temps en français, 50% du temps en anglais. Voilà les choses. Alors, évidemment, on a des exclusive listings. On vend un magnifique appartement qui est dans la tour, qui est au-dessus du muséum du MoMA. On vend un appartement à Brooklyn qui est un 2-3 chambres. On vend un bel appartement avenue Georges V avec Marius dans le 8e. On vend un petit studio dans le 7e. On est en train de rentrer beaucoup d'autres appartements, que ce soit à Paris ou que ce soit à New York qui vont bientôt arriver. Voilà, donc merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux médias préférés, sur Instagram notamment, où on essaye d'être un petit peu présent, et sur LinkedIn. Et puis sur notre site, voilà, vous pouvez nous contacter quand vous voulez à ces adresses-là, et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant l'immobilier à New York ou à Paris. Merci beaucoup à tous les deux. On va enchaîner avec Jean-Philippe et puis on gardera les questions pour la fin. N'hésitez surtout pas à poser des questions, que ce soit sur LinkedIn ou sur Zoom, je les vois en direct. Alors Jean-Philippe va, une fois qu'on a acheté avec Renaud et Marius, Jean-Philippe va nous parler de la fiscalité, qu'on soit résident, non résident. Jean-Philippe, je te laisse la parole. Exactement. Ben, écoutez, merci à tous les deux pour cette présentation très utile. Au passage, ben, tout ce que vous avez présenté, je l'ai retrouvé dans certaines acquisitions de mes clients. Donc, je confirme la justesse des propos de mon point de vue fiscal uniquement. Attention, hein, je ne suis pas agent immobilier, très loin de là, et je ne me permettrai pas de commenter quoi que ce soit par rapport à ça. Mais bref, quoi qu'il en soit, merci, très, très, très instructif. Maintenant, comme dit Romain, voilà, on a acheté ou on veut acheter, on est prêt à se lancer. Quelle va être la fiscalité euh, attachée à ces acquisitions, à ces locations? Eh bien, je suis là pour en parler. Donc, moi, je suis Jean-Philippe Sora, je suis CPA américain, expert comptable français et je suis associé du groupe Massat. Nous avons des bureaux à Montréal où je suis en ce moment, New York, Miami, Mexico. Et Toulouse, dans le sud de la France, ça change de Paris parce que je suis toulousain. Et Serge, le fondateur du groupe, est aussi toulousain. Donc, on a commencé par Toulouse et Paris sera certainement l'année prochaine. Et nous accompagnons les Français qui s'installent aux États-Unis, ainsi que les entreprises majoritairement françaises qui se développent sur toute l'Amérique du Nord. Vous êtes Donc, champion d'Europe lançons. aussi, alors. Pardon? Vous êtes champion d'Europe. Exactement. Exactement, c'est vrai aussi. Euh, je vais me lancer. Hop, je vais commencer à partager. Super. Hop. Donc, c'est une présentation. Je vais éviter de faire un cours magistral qui est quand même, ne l'oublions pas, la fiscalité, ça peut être très soporifique. Donc, je vais essayer de rendre ça le plus vivant possible et d'aller vite pour ne pas vous endormir parce que je suis sûr que vous aurez beaucoup de questions par la suite. Donc, commençons par la base, les bases de la fiscalité immobilière, parce qu'il faut commencer par le début. On fait l'acquisition d'un bien immobilier, on le met potentiellement en location, je vais venir sur la résidence principale juste après, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Peu importe la façon dont vous allez l'acquérir, que ce soit en direct, donc à votre nom propre, via une LLC, via une C-Corp, les modalités déclaratives, donc je ne parle pas des impôts,
Ça je viendrai après, mais les modalités, la façon de déclarer sera toujours la même, c'est-à-dire qu'on va avoir les revenus fonciers qui sont encaissés, moins les charges liées aux biens immobiliers, les HOA, les intérêts d'emprunt, euh, les frais d'entretien, de réparation. Et en plus de ça, donc ça va nous donner un résultat, en plus de ça, on va pratiquer un amortissement. Amortissement qui, lorsque le bien est situé aux États-Unis et qu'il est résidentiel, c'est le sujet d'aujourd'hui, va se faire sur 27 ans et demi à partir de la date de mise en location. Donc, en gros, c'est un peu comme si on faisait côté américain du LMNP, mais d'office. Ceux qui connaissent le LMNP en France, bah, côté américain, on va le faire d'office ou quasiment d'office. Et cet amortissement, la majorité du temps, va nous faire passer en perte fiscale. Ce n'est pas toujours vrai, notamment bah, tout à l'heure, Renaud et Marius ont parlé de l'acquisition dans les Hamptons qu'on pourrait mettre sur du Airbnb, donc le short-term rental est assez rentable, donc on peut se retrouver à profit, et tant mieux, hein, si vous vous retrouvez à profit d'un point de vue fiscal US, c'est qu'en gros, vous avez fait une bonne affaire. Parce que, ou voire une très bonne affaire, pourquoi? Parce que vous avez acheté pas trop cher et que la rentabilité est bonne, puisqu'il ne faut pas l'oublier, on a cet amortissement, hein, 1,27,5e du prix, qui est d'acquisition et les frais d'acquisition qui sont déduits tous les ans de vos revenus fonciers. Si on est en perte fiscale, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'une perte, c'est beau, mais bon, si elle ne sert à rien, il n'y a pas trop d'utilité. Eh bien, il y a deux cas de figure, enfin, même trois. Vous êtes résident fiscaux américain. En général, si vous achetez à New York ou dans les Hamptons, vous avez des revenus qui vont être plutôt confortables, qui vont dépasser les 150 000 dollars. Et à ce moment-là, cette perte fiscale, vous ne pourrez pas la déduire de vos autres types de revenus. Donc, elle va être conservée. Vous pourrez l'imputer par contre sur d'autres types d'autres revenus fonciers. D'accord? Ce qui va vous permettre de minimiser votre impact fiscal sur vos revenus locatifs au global. Si vous ne pouvez pas l'utiliser, elle sera imputée à la revente elle sera imputée sur la plus-value lorsque vous vendrez. D'accord? Dans le cas où vous ne feriez pas une section 1031 like an exchange sur lequel je vais revenir. Ça, ce serait le cadre d'une acquisition en gros classique qui serait en direct, donc à votre nom propre. OK, et pour laquelle vous n'êtes pas considéré par l'IRS comme un real estate agent, parce que bah, Renaud et Marius sont real estate agents de métier, ils sont licenciés, mais un particulier dont ça n'est pas du tout le métier peut être d'un point de vue fiscal considéré comme real estate agent à condition qu'il ait développé un certain quand même patrimoine immobilier auquel il va pouvoir consacrer annuellement entre 500 et 750 heures. Et à ce moment-là, le seuil des 150 000 dollars dont je parlais, le seuil de revenu pour pouvoir déduire la perte foncière, saute. Donc en gros, vous êtes considéré comme actif à partir de 500 000 dollars et real estate agent, 500 heures, pardon, et real estate agent 750 heures de travail sur votre parc immobilier, vous allez pouvoir déduire vos pertes de vos autres revenus fonciers. Attention, évidemment, ces heures-là, ça n'est pas un jeu où on raconte n'importe quoi en cas de contrôle, et ça arrive, il faut pouvoir être à même de les justifier, les heures de gestion du parc immobilier. Donc, faut quand même le prendre avec des pincettes parce que on ne peut pas jouer avec ces heures. En cas de contrôle, il faut donner des rendez-vous, le temps, en fait, avoir une mesure du temps qu'on passe à la gestion de son parc immobilier. Voilà ce qui se passe en cas de location quand vous êtes résident fiscal américain. Si vous êtes non-résident et que vous n'avez qu'un seul bien aux États-Unis qui est loué, bah, cette perte, vous ne pourrez pas l'utiliser sur le territoire américain. Par contre, elle sera imputée sur votre plus-value future. Si vous avez d'autres biens, eh bien, elle pourra être utilisée pour impacter vos autres revenus fonciers. Donc le levier fiscal en termes de day-to-day locatif est assez intéressant de base. Maintenant, si on part sur les plus-values, donc ça c'est, voilà, je suis parti sur le day-to-day, vous louez, voilà ce qui va se passer. Maintenant, vous réalisez une plus-value côté américain. Comment est-ce qu'elle va être calculée? Bah, c'est assez simple, logique. Prix de vente, moins frais de vente, moins prix d'acquisition,
d'éventuels travaux qui auraient été effectués. Et si le bien a été loué, on l'a amorti, on a potentiellement la perte fiscale. Cette perte fiscale, on va l'imputer sur la plus-value, mais l'amortissement va être récupéré et taxé à un taux qui est fixe par le niveau fédéral, qui sera de 25%. Après, on peut avoir des moyens pour le minimiser, mais je ne rentre pas dans pour minimiser la récupération d'amortissement, mais je ne rentre pas dans ces détails-là. Donc, on peut avoir quand même cet amortissement reste utile puisqu'il peut minimiser au maximum la plus-value. Plus-value qui sera imposable à des taux, si on a gardé le bien plus d'un an, toujours un bien loué, hein, à un taux qui sera compris entre 15 et 23,8%. Si vous cherchez sur Internet, là je parle toujours du niveau fédéral, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver entre 0 et 20%, mais je passe la partie à 0. Vous trouverez 15-20%, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une surtaxe lorsque l'ensemble des revenus dépasse un certain montant, incluant la plus-value. Montant qui est à peu près à 250 000 dollars, il évolue tous les ans. Il y a une surtaxe de 3,8%. Donc, plus-value fédérale entre 15 et 23,8. Donc, c'est un taux qui est spécifique pour les plus-values, puisque le taux d'imposition sur les revenus ordinaires va s'échelonner de 0 à 37%. Ça, c'est au niveau fédéral. New York ne reconnaît pas n'accorde pas de taux préférentiel pour les plus-values. Donc là, vous serez imposé à votre taux ordinaire qui va varier entre 0 et environ 11-12% entre New York State et New York City. Ça, c'était pour des biens qui sont loués. Maintenant, vous vendez votre résidence principale. Comme en France, on a un abattement sur la plus-value. Donc, en général, on ne paye pas d'impôt sur la plus-value si on respecte les conditions. Aux États-Unis, on n'a pas un abattement total de la plus-value, mais on peut avoir un abattement qui va être de 250 000 dollars par personne. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes marié et vous filez jointly, vous pouvez avoir un abattement qui va monter jusqu'à 500 000 dollars. Évidemment, il y a des conditions à respecter pour ça. Il faut avoir détenu le bien à minima 2 ans pendant les 5 années qui précèdent la vente. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ça n'est pas forcément C'est la même 2 ans. chose, Jean-Philippe, ça c'est la même chose à Paris même d'ailleurs. Ok, ok. Je pense pas, Non? mais non, je crois pas. Ok, il faut avoir habité 6 mois dans le bien, si je me trompe pas, ou un an. Enfin, faut y avoir vraiment habité. Mais Mais tu là, n'as pas c'est cette 2 ans liberté. sur les 5 dernières années, c'est ça? Aux États-Unis, ouais. En France, je suis pas, je pourrais pas te l'affirmer, mais je pense pas qu'on ait ces conditions-là. Marius, peut-être que tu as des infos là-dessus, si tu es à Paris. Non, je n'ai pas les infos là tout de suite, mais je ne sais pas quand on quitte son bien sur la résidence principale, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Mais je ne sais pas si la personne après redéménage, combien de temps il faut attendre, jusqu'à combien de temps elle ne paye plus d'impôt, même si le bien n'est pas loué, l'impôt sur la Ça, plus-value. c'est à vérifier. Mais c'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Parce qu'aux US, il y a quand même une possibilité de jouer. Si vous avez habité, dû à cette règle-là, vous avez habité pendant 2 ans dans le bien, on a une petite chute du marché immobilier. Vous voulez attendre, vous donnez une latence pour vendre. En gros, vous avez 3 ans. Vous pouvez le mettre en location. Ça ne vous empêche pas de le mettre en location. Euh, et vous avez un délai de 3 ans pour pouvoir le vendre et bénéficier de cet abattement. Donc 250 000 si vous êtes seul et 500 000 si vous êtes marié. Donc ça, c'est intéressant, ça laisse un peu de souplesse. Et au-delà de ces 500 000 ou 250 000, eh bien, vous rentrez dans le schéma classique que j'ai exposé avec imposition entre 15 et 23,8 fédéral plus New York. Quelque chose que certains connaissent, d'autres non. Quand on en parle, parfois ça choque par l'effet de levier qu'il peut avoir. Eh bien, c'est le Like Kind Exchange ou section 1031. Ça, c'est un outil qui est assez, je ne sais pas Renaud et Marius ce que vous en pensez, mais je trouve assez extraordinaire pour développer un patrimoine Ça, il n'y a immobilier. pas en France. Non, 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 en France, ça n'existe pas. Euh, c'est un outil qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Eh bien, c'est simple. Vous avez un bien immobilier que vous avez acheté, vous souhaitez le vendre et vous souhaitez ne pas payer d'impôt sur la plus-value, mais décaler l'imposition de la plus-value à plus tard pour réinvestir dans l'immobilier. Eh bien, ça va être possible
via cette section 1031. Quelles sont, évidemment, il y a des conditions. Pour ça, il faut que vous rachetiez un bien du même type. Alors, bien du même type, souvent on se dit, bon, ben, j'ai acheté un studio, il faut que j'achète un studio. Non. Bien du même type, c'est si vous avez acheté un bien qui est loué, ce sera de racheter un bien loué. Donc, vous pouvez passer d'un studio à Manhattan à une maison aux Hamptons. Du moment que c'est loué, ça reste un bien du même type. D'accord? Il faut avoir trouvé donc, vous vendez. Les fonds sont apportés sur un escrow account. Donc, un escrow pas à la française, hein, à l'américaine. Vous ne donnez pas votre argent à un escrow. C'est un compte séquestre, en gros, de l'avocat qui se charge de la transaction ou sinon il y a des sociétés spécialisées dans ces échanges-là. Donc, le compte, la personne qui s'occupe de la vente mobilise les fonds sur ce compte séquestre. Vous devez trouver un nouveau bien acheté dans les 45 jours qui suivent la vente et dans les 6 mois, 180 jours exactement, vous devez avoir acquis le nouveau bien. Là, pour acquérir le nouveau bien, les fonds qui sont sur l'escroc sont transmis au vendeur du nouveau bien. En gros, il ne faut pas que le cash passe par votre intermédiaire. Si jamais il y a du cash qui passe par votre intermédiaire, pourquoi? Ben, vous avez acheté un bien qui valait 2 millions, finalement vous voulez acheter un bien qui vaut 1 million, donc un différentiel d'1 million. Vous n'allez pas les laisser chez l'avocat, vous allez les récupérer. À ce moment-là, seule la partie de la plus-value qui vous aura été transmise, enfin la partie de la vente, hein, et du coup de la plus-value qui vous aura été transmise en cash, sera imposable. On ne vous impose pas sur la totalité, ça ne fait pas tomber tout le montage. Et donc, une fois que vous avez fait ça, la vente du premier bien, vous l'aviez acheté 1 million, vous le vendez 1 million, enfin, à la vente, il est à 1 million 2. Vous rachetez un bien qui vaut, allez, allons-y, 1 million 2. Vous ne payez pas d'impôt sur les 200 000 de plus-value. Ils sont décalés à la vente du second bien. Mais à la vente du second bien, vous pouvez refaire le même mécanisme. Ce qui vous permet, en fait, in fine, l'impôt sur la plus-value sera payé. OK, c'est une chose. Mais entre-temps, vous aurez fait grandir votre patrimoine immobilier d'autant d'économies de plus-value que vous aurez faites. Donc, c'est quand même un système de levier fiscal qui est extrêmement intéressant. Renaud, Marius, je ne sais pas si beaucoup de clients chez vous l'utilisent. Et moi, je le vois pas mal dans des transactions immobilières. Et ça marche, c'est efficace. Voilà. Et Ouais, nous, petite parenthèse, mais nous, on en fait plusieurs, peut-être, je vais pas dire une dizaine par an, à peu près ça. Oui, c'est super intéressant de pouvoir décaler ça et de savoir aussi que si tu rachètes un bien qui n'est pas d'un montant égal, mais d'un montant Ouais. inférieur, tu ne payeras la plus-value que sur le montant de la différence. Donc, Ouais, que c'est sur le toujours cash que tu incitatif. perçois. Ouais, Ouais. voilà, donc c'est ça qui est génial. Ça n'existe pas. Tu parlais tout à l'heure de l'amortissement sur 27 ans et demi aussi. Ça, c'est des choses qui n'existent qu'aux États-Unis et qui sont hyper incitatifs, en tout cas pour des investisseurs à investir aux Ah, États-unis. On avait c'est clair fait, que. Ouais, pardon, vas-y, vas-y. on l'avait fait avec Romain, d'ailleurs. On avait organisé toute une conférence sur est-ce qu'il vaut mieux investir à Paris ou à New York? Bah, la réponse, on l'a toujours, elle est toujours très claire. Il y a beaucoup plus d'incitation fiscale pour acheter à New York par rapport à Paris. Ça vaut plus le coup d'acheter à New York versus Paris. Et modulo encore une autre chose, en plus de ça, c'est le taux de change positif de 1 euro égale 1,10 $ aux États-Unis. on peut Exact. aussi mourir avec ses plus-values. On n'en a pas parlé Exactement. de ça. Oui, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs, Jean-Philippe, si tu fais ce Ouais. report C'est- sur un ouais, certain ouais, ouais. nombre de biens, et puis bon, bah, tu meurs. Excellente question. En fait, il faut savoir que tout votre patrimoine va être transmis au décès. Le patrimoine est transmis à la succession, qui est une personne morale. D'accord? Contrairement à la France. Donc, c'est une nouvelle personne. Et c'est elle qui va payer les impôts sur la plus-value, in fine. Donc, in fine, la plus-value sera quand même payée, hein. L'impôt sera payé. Le gouvernement américain va récupérer son argent. Mais vous laissez à vos héritiers si vous partez dans cette logique-là de construction patrimoniale, vous laissez à vos héritiers un patrimoine qui va être beaucoup plus conséquent. Peut-être qu'ils devront vendre une partie de leur bien,
pour payer ses impôts. Mais si d'un autre côté, vous avez été prévoyant avec notamment des assurances vie, des choses comme ça qui pourront couvrir l'impôt parce qu'on peut prévoir tout un tas de mécanismes pour que vos héritiers se retrouvent avec votre patrimoine au complet, euh, ça, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais justement, pour les, bon, j'avance un peu sur la partie non-résident. Attention quand même pour les non-résidents. On parle de succession. Vous le savez, ceux qui sont américains, qui nous écoutent, qui sont américains ou green card, mais green card, la notion de green card d'un point de vue fiscal courant, c'est-à-dire income tax, n'est pas la même que la notion de fiscal au niveau d'estate tax. Pour bénéficier de l'exemption que je pense à peu près tout le monde connaît, de 13 millions de dollars qu'ont les Américains, un ou une green card peut en bénéficier, mais il faut qu'il soit domicilié aux États-Unis et pas en France, par exemple. À moins qu'on peut être domicilié en France avec des exceptions. Mais bref, pensez que vous devez être domicilié aux États-Unis. Si ça n'est pas le cas, vous n'êtes pas américain et vous êtes donc non résident, vous avez un bien immobilier aux États-Unis, vous décédez, vous n'aurez pas d'abattement de 13 millions sur votre succession, mais un abattement uniquement de 60 000 dollars. D'accord? Et côté américain. Donc, si vous souhaitez, dépendant de votre âge, transmettre, vous habitez en France, je reconnais d'ailleurs une cliente là qui est sur la conférence, si vous, qui peut être touchée par ça, on en a déjà parlé. Vous souhaitez investir aux États-Unis et transmettre ce patrimoine américain à vos enfants, qu'ils soient aux États-Unis ou non, il va falloir mettre en place des constructions, une structuration juridique qui puisse permettre de limiter cet impact fiscal, enfin, enfin, de maximiser, pardon, les 60 000 dollars d'abattement et limiter au maximum les droits de succession payés aux États-Unis par vos héritiers. Ça, c'est important parce que c'est souvent assez mal appréhendé et on se retrouve lors du décès avec un bien qui souvent doit être vendu parce que les montants, vous l'avez exposé, hein, Marius et Renaud, le prix d'un bien immobilier à New York peut être assez élevé. Donc, pour payer les droits de succession américains qui vont très rapidement monter à 40%, on va vendre le bien alors qu'on n'en a pas forcément envie. Donc, pensez avant à structurer l'aspect américain et puis évidemment, il faudra arrimer cette structuration avec la France si vous êtes résident français pour que les choses fonctionnent de manière optimale. En termes de détention, on en a parlé rapidement tout à l'heure, j'ai expliqué ce qui se passe en cas de la fiscalité qui va être attachée en cas de détention directe. Donc vous êtes propriétaire, on amortit, qu'est-ce qu'on fait de la perte fiscale, je l'ai exposé tout à l'heure. On peut créer une LLC, qui est une LLC pour ceux qui habitent en France, on en entend parler, on ne sait pas trop ce que c'est une structure juridique qui n'existe pas du tout côté français. En fait, c'est une société à responsabilité. C'est l'équivalent d'une SCI, sauf qu'elle a une responsabilité limitée, ce qui n'est pas le cas des SCI. Donc la LLC est transparente fiscalement, elle ne paye pas d'impôts. Donc le résultat en termes fiscaux revient au même ou quasi au même que de détenir la société en direct, le bien en direct, mais ça va apporter, c'est de moins en moins vrai, une limitation de la responsabilité en cas de problème sur le bien. Parce que maintenant, comme beaucoup de propriétaires fonciers créent des LLC, en cas de défaut, il est arrivé que les tribunaux fassent sauter la limitation de responsabilité due à la structure juridique. Mais pourquoi? Souvent, ce sera en cas de mauvaise gestion du bien. Si vous le gérez, un terme un peu old school, mais qui date de mes études de droit, si vous le gérez en bon père de famille, la responsabilité devrait être, la limitation de responsabilité devrait être maintenue. Si évidemment, par contre, vous laissez traîner des câbles électriques dans la baignoire, bon, la limitation de responsabilité ne fonctionnera pas. Donc, elle ne vous protège pas contre tout, mais c'est un système qui va vous permettre quand même de protéger et qui va aussi être un outil de transmission patrimoniale intéressant à ne pas négliger. Avant même, pour ceux qui nous écoutent, qui sont résidents fiscaux français, souvent on vient me voir, on me dit, ah mais on va créer un trust. Aux États-Unis, on a du cash, on va créer un trust. Attention, le fisc français voit d'un très mauvais œil les trusts américains. On peut passer par contre par des structures juridiques qui vont permettre d'optimiser la transmission.
patrimoniale et limiter au maximum la responsabilité. Cependant, une LLC, donc côté américain, on n'a pas de souci, on a cette transparence fiscale. Côté français, vous êtes résident fiscaux français si c'est le cas. Vous êtes propriétaire d'une LLC américaine. Vous êtes obligé de déclarer que vous détenez cette LLC. Vous êtes obligé de déclarer vos revenus fonciers américains. Mais là, le fisc français s'interroge parce que la LLC, il ne connaît pas. C'est un hybride entre la société commerciale et la SCI. Donc, majoritairement, il va fonctionner par principe d'assimilation. C'est-à-dire, euh, il va fonctionner par principe d'assimilation, c'est-à-dire à quoi on pourrait la comparer en France. La LLC, en cadre immobilier, souvent sera comparée à une SCI, donc on gardera la transparence fiscale. Vous payez les impôts aux US. Côté français, on déclare et on demande un crédit d'impôt équivalent aux impôts US que vous aurez payés. Si on ne veut pas avoir d'impact fiscal français, qu'est-ce qu'on crée? On va créer une C-Corp. Donc la C-Corp, c'est l'équivalent français de toutes les sociétés commerciales. SAS, SA, SARL. Assez simple à mettre en œuvre. La société va payer ses impôts aux États-Unis. Et tant que vous ne tirez pas de cash, eh bien, il n'y a pas d'impact fiscal pour vous. Voilà. Le taux d'imposition fédéral pour les C-Corp va être à 21%. Au niveau state et city, eh bien, tout dépendra du résultat de la C-Corp. Donc, assez simple, je passe assez vite parce que le temps, là, court. Euh, pour les non-résidents, dernier point, bon, je vous ai expliqué, hein, il faut déclarer vos revenus fonciers en France et puis demander un crédit d'impôt en France équivalent aux impôts américains payés. Ne vous dites surtout pas que si vous avez payé vos impôts aux États-Unis, vous n'avez rien à faire en France. Là, le fisc va vous tomber dessus et ça va faire mal, vous allez vous prendre des pénalités. Il y a un dernier point pour les non-résidents qui achèteraient en direct ou via une LLC de laquelle ils seraient seul actionnaire, donc disregarded entity. Il y a le FIRPA. C'est le Foreign Investment in Real Property Tax Act qui prévoit que si vous êtes non-résident, vous vendez un bien immobilier, eh bien l'acquéreur a l'obligation, si le bien vaut plus de 300 000 dollars, l'acquéreur a l'obligation de faire une retenue à la source de 15% du prix brut de la vente. Exemple chiffré très simple, vous vendez un bien 1 million, l'acquéreur doit retenir 150 000. Euh, Évidemment, ça peut faire un trou dans la trésor. Donc, ce qu'on fait, on va demander ce qui s'appelle un withholding certificate, qui a envoyé à l'IRS au plus tard le jour de la vente, par lequel, lorsque vous faites une demande de withholding certificate, l'avocat chargé de la vente va garder la retenue à la source avant de l'envoyer à l'IRS. On montre à l'IRS que vous n'avez pas autant d'impôts à payer sur la plus-value que le montant de la retenue à la source. L'IRS met environ 3 mois à répondre, dit OK, au lieu des 150 000, mettons que vous deviez 10 000, dit OK, on valide le calcul qui a été fait, vous donnez ça à l'avocat, il vous rend votre argent et puis il va garder les 10 000 pour payer l'IRS. Ça, pourquoi ça va être intéressant de le faire? Parce que si vous vendez au mois de janvier, par exemple, que vous avez cette retenue à la source qui est faite de 150 000 et que vous n'avez pas de withholding certificate, il va falloir attendre à minima le mois de janvier suivant pour que l'IRS vous rende le trop perçu de la part de la personne en charge de la vente. Alors que si vous avez le withholding certificate, en gros, au bout de 3 4 mois, vous récupérez le trop retenu. Voilà, donc je suis allé assez vite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, vous avez mon QR code qui est là, qui est lié à mon calendrier, vous pouvez prendre rendez-vous. Et puis maintenant, je crois que nous faisons place aux questions, Romain, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup. Scannez maintenant le QR code si vous voulez prendre rendez-vous avec Jean-Philippe pour des sessions un peu plus personnalisées. Euh, on va le garder encore une seconde et puis ensuite on va l'enlever. Si jamais vous n'arrivez pas à le retrouver, on le mettra aussi dans la bio et dans les replays. Donc vous en faites pas. On a Ok. reçu 3 questions pour l'instant. Il nous reste 2 minutes. On va essayer d'y répondre dans les meilleurs délais. On a Rémi qui posait une question, plus je pense pour Renaud et Marius. Est-ce que vous pouvez nous parler des taux pour les non-résidents en ce moment? Ouais, alors oui. Les taux, ils sont entre 6 et 7%.
C'est ce qu'on constate, nous. Enfin, je ne suis pas banquier, hein, donc un banquier vous répondra de manière un peu plus précise là-dessus. Mais ce qu'on voit avec nos clients, c'est que les taux sont à 6 ou 7. En fait, les taux, ils ne changent pas vraiment beaucoup quand vous êtes non-résident. La seule chose qui va changer, c'est le montant de down payment ou le pourcentage que va vous prêter la banque. Quand vous êtes un résident américain, on vous prête généralement 80% du montant total de la somme. Il faut mettre 20% de down payment. Quand vous êtes résident étranger, c'est pas 80% que la banque vous prête, c'est plutôt dans les alentours de 50 à 60%. Parfait. Merci beaucoup. On a un auditeur anonyme qui nous posait une question d'un cas particulier. Si j'achète le bien dans lequel j'habite, une coop, depuis un an et je le revends un an plus tard, est-ce que c'est suffisant pour bénéficier de l'abattement de 250 000 dollars sur la plus-value? Est-ce que ces 2 années sont une condition de détention ou de résidence? Non, les 2 années sont une condition de détention. Donc, il faut être propriétaire du bien et y avoir habité pendant 2 ans. Si je comprends bien, là, la personne est locataire depuis un an, elle a C'est ça. l'opportunité d'acquérir le bien. Non, donc là, ça ne fonctionnera pas si elle le revend un an après. D'ailleurs, nous, on constate beaucoup avec Marius, c'est qu'on a pas mal de clients qui habitent New York, qui vont probablement repartir ou acheter un autre bien et qui, exprès, vont habiter dedans pendant 2 ans pour justement bénéficier de cet avantage fiscal de 250 000 pour une personne simple, single, ou de 500 000 dollars pour pour un couple marié. Parfait. Véronique nous demande à combien de personnes peut-on faire une LLC? Alors, très simple, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, beaucoup de fonds d'investissement sont structurés sous forme de LLC pour justement ne pas avoir de limite. Une exception toutefois, si vous faites une LLC et que vous souhaitez lui donner le statut S-Corp, je ne suis pas rentré dans les S-Corp là, parce qu'il n'y avait pas forcément le besoin, vous aurez une limite de 100 associés. Mais c'est tout. Donc ça Parfait. laisse de la marge. Il faut une très grande famille. Du coup, on me pose souvent la question, et là, je vois qu'on l'a. Donc, tout ça, c'est enregistré. Quand vous êtes sur frenchmorning.com, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur webinaire, et là, vous voyez le webinaire donc, d'aujourd'hui. Boum, il est là. Et tout à l'heure, à peu près là, dans cette zone-là, une fois que le webinaire est fini, on va mettre le replay. Donc, comme ça, vous pouvez cliquer et le revoir en intégralité sur frenchmorning.com. Donc ça, c'est pour répondre à Martin. Euh, Antoine nous demande, est-ce toujours obligatoire d'apporter les 30% d'apport pour l'achat? Non, ça dépend. Ça dépend si là on parlait des non-résidents. Si les résidents américains, c'est souvent 20% la norme. Ça peut être moins. Tout dépend de votre banque, tout dépend là où vous achetez. Mais pour un non-résident, ça sera oui, au minimum 30%. Il y a certaines banques qui peuvent le faire. On fait souvent des interventions avec Betty d'HSBC qui peuvent descendre peut-être en dessous de ces 30% pour un non-résident, mais euh, on va dire résident 20%, non-résident entre 30 et 50. Parfait. Génial. On n'a que 2 minutes de retard, donc on n'est pas trop mal. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci encore à tous les trois. Tout ça, comme je disais, c'est enregistré. Vous aurez accès au replay si vous voulez le revoir ultérieurement. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous mardi prochain pour un prochain webinaire de French Morning. Merci encore et bonne journée, bonne soirée où que vous Merci à soyez. tous, À au revoir. tous. Au revoir. Au revoir. Salut Romain!